Bonjour à tous et puis, merci à vous, Valentin et Bertrand pour, cette invitation. Donc, pour commencer, le titre que l'on a donné à cette, conférence est «Recomposer». Il part de l'idée qu'il y a toujours de l'existant, mais pas forcément du contexte architectural. Il y a plus souvent des traces de construction banales et des traces de nature déconnectées. D'une manière ou d'une autre, les projets que l'on va vous présenter partent de ces traces et remettre leur ordre d'importance à l'horizontale, que ce soit de l'artifice ou la nature, l'existant ou le nouveau, le banal ou l'extraordinaire. La tâche du projet est de recomposer avec tous ces ingrédients. D'une part, parce que cela nous semble être une stratégie pour faire face aux défis de la contemporanéité, là où il nous semble aujourd'hui impossible d'ignorer ou de détruire des traces de construction existantes ou de la nature. D'autre part, parce que dans recomposer, il y a composition, qui est une tâche éminemment architecturale et qui s'occupe de la manière dont on articule des formes. Tout au long de la conférence, nous allons vous présenter ce thème qui va revenir soit dans la présentation de nos projets ou dans des références qui ont été importantes pour nous. Voilà, donc le premier projet qu'on va vous présenter, c'est notre premier projet construit. Il s'agit de la rénovation d'une cuisine et espace de salon dans une villa existante à Genève, dans la banlieue genevoise. Et la tâche du projet était de repenser la relation entre cet espace utilitaire, la cuisine, et puis le salon autour. Ce que nous avons rencontré sur place, c'était une paroi en L avec une seule ouverture pour la porte et deux pièces séparées par ce mur. Nous avons essayé de garder le plus possible les infrastructures existantes, c'est-à-dire la tuyauterie, la place du lavabo et aussi le mur existant, mais avec une toute autre interprétation de l'espace. Au lieu de voir deux pièces séparées, on voit un seul espace correspondant à ce carré et une paroi pliée légère posée entre le sol et le plafond et qui filtre plutôt que divise ces deux espaces. Pour cela, on a fait deux gestes très précis. Un, c'était le rajout d'un pli à cet endroit-là pour obtenir 3 plans de mur et une série d'ouvertures, de deux nouvelles ouvertures qui ouvrent le salon sur la cuisine. Ici, vous voyez justement ce coin avec le pli qu'on a rajouté et vous voyez comment nous avons démoli le parquet existant et reconstitué avec cette frise très caractéristique du parquet de cette époque à Genève avec le nouvel angle. Vous voyez aussi les deux nouvelles ouvertures à gauche et à droite. Il était important que, pour qu'on lise les murs correspondant au grand espace différent de cette paroi pliée, de lui donner un caractère et un langage très autonome. C'est pour cela que nous avons introduit ce thème des pilastres qui donne un rythme à cette paroi pliée à la manière d'un paravent et articule soit l'alternance entre les ouvertures et le plein. Nous avons introduit un deuxième élément, c'est cette ligne horizontale à 90 cm qui nous permet d'articuler la base des pilastres en bois apparent et puis son corps avec une peinture blanche. Par ces ouvertures, on ouvre le salon au jardin dans toute sa profondeur et ça nous permet de capter la lumière et les vues de la végétation. Et à l'intérieur de la cuisine, cela nous permet aussi que notre regard traverse tout le salon jusqu'au jardin à partir de ces mêmes ouvertures. Ou alors, on se pose dans cette tablette et on boit un verre de vin pendant que l'autre prépare le repas.
Pour nous, il était fondamental que cette paroi pliée ne soit pas une limite dure, mais plutôt un seuil qui puisse aussi être habité. L'ouverture de cet espace fonctionnel qui est la cuisine vers l'espace social du salon nous ont mené à dessiner autant que possible les objets banals comme la hotte ou les appareils ménagers comme des objets plastiques. Ici, nous avons dessiné l'hôte comme un prisme triangulaire revêtu de carrelage qui trouve une belle tension géométrique avec les sphères de la lumière. Et pour pousser un peu plus loin cette idée d'une limite qui se efface, nous avons proposé une peinture satinée en bleu ciel de 90 cm jusqu'au plafond. Dans l'image, on ne voit pas très bien, mais dans la réalité, cette peinture réfléchit la lumière et parfois la végétation du jardin. Et puis en bas, des meubles de cuisine, un bleu très profond, teinté dans la masse, un bleu international. Cet entrelaçage entre le bleu ciel de l'extérieur et le bleu international de l'intérieur provoque cet entrelaçage abstrait avec les pilastres en bois comme intermédiaires, ce qui crée des moments d'une abstraction géométrique assez riche qui nous semblait fondamentale pour sauver cet espace de sa banalité. Et parfois, cette abstraction devient un dialogue avec l'existant, avec le bois de la base de la pilastre qui touche le parquet en chêne. Entre les projets, on a intercalé deux références qui sont pas forcément liées à un seul projet, mais qui ont été importants pour notre travail sur ce moment. Ici, on vous montre une peinture de Peter Doig des années 90, la White Canoe. Il nous intéresse pour deux choses. Une première, c'est qu'à cette époque-là, les années 90, c'était pas très commun de faire des peintures figuratives et encore peut-être moins faire des peintures du paysage. Et puis d'un autre côté, si vous oubliez la figure du canoë au centre de l'image, vous voyez des traits de peinture avec une plasticité, une intensité très forte qui rappellent certaines traditions de la peinture abstraite comme l'impressionnisme et l'expressionnisme abstrait. Donc, c'est seulement quand on voit cette canoë qui suggère par une ligne horizontale le reflet dans la rivière qu'on comprend la figuration et le paysage qu'il peint. Cette synthèse entre une tradition abstraite et une tradition figurative nous a toujours intéressés et aussi comment la figure peut être la clé pour comprendre le paysage autour. Le deuxième projet, c'est un studio pour une artiste. Donc, il s'agissait de faire un studio pour une artiste qui habite dans la même parcelle. Donc, vous voyez ici la maison principale et en noir notre projet. Donc, c'est vraiment l'idée de faire une galerie de jardin qui soit suffisamment proche de la maison pour des questions de praticité, mais suffisamment loin pour se fondre dans la végétation du jardin. Ce territoire, c'est la banlieue genevoise qui a été construite suite à l'exposition suisse de 1896 et qui a donné lieu à une série de villas très pittoresques issues du Heimat style. Et d'une autre part, cette architecture, elle est un peu furtive, elle apparaît entre la végétation car le caractère dominant de ce quartier, c'est ces grands arbres, ces grandes masses de végétation qui changent selon les saisons et au fil du temps.
On a fait cette petite axonométrie pour montrer le dialogue entre les deux, entre la maison existante et le nouvel studio. Donc, vous voyez dans cette maison existante très pittoresque avec une agglomération de toits, chacun avec son expression. Donc, vous voyez la tour verticale qui adresse l'entrée. Dans sa base, vous voyez une petite véranda aussi avec son toit. Et puis, encore un troisième toit qui abrite les balcons qui donnent vers le jardin à l'arrière. Cette maison est très verticale, elle est à 1 mètre du sol. Et puis nous, on voulait rajouter une figure qui soit si emblématique que la maison, une silhouette si emblématique, mais qui se relationne horizontalement avec le jardin et qu'on puisse profiter de la relation de plan-pied avec l'extérieur. Ceci est le plan du jardin dans son ensemble. Donc cette figure, elle se emprunte contre le coin le plus opposé par rapport à la maison, contre deux limites parcellaires. Et sa troisième face, c'est une grande courbe qui embrasse le centre du jardin. Ainsi, on a la plus grande distance entre les deux objets. Et puis cette maison, cette courbe et le studio définissent aussi une série de nouveaux chemins pour le jardin. Donc vous avez depuis l'entrée l'accès au studio qui après fait une boucle en U et qui vient jusqu'à la cuisine et l'espace de déjeuner de l'artiste. Ce qui fait qu'il y a différents parcours avec différents degrés d'intimité et de privacité qui se produisent. Et il y avait aussi un troisième parcours que ça serait voilà, une galerie enterrée entre la maison existante et le studio. Cette galerie, elle reprendrait la cage d'escalier existante dans la maison depuis les combles, ce qui donnerait un parcours surprenamment plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est cette démultiplication de parcours extérieur et intérieur dans toute la parcelle entre la maison et le studio qui donne cette impression d'un plus grand tout. C'est aussi à ce moment-là que nous avions compris que le studio n'était seulement pas un lieu de travail, mais aussi la fin ou le climax de tous ces parcours. Et nous avons entamé une recherche typologique pour mieux comprendre qu'est-ce que cela pourrait dire. Donc à droite, vous voyez une villa de Palladio au centre avec ces galeries en courbe qui nous amenaient vers le jardin et qui servaient aussi à distribuer des programmes fonctionnels pour les paysans et les travailleurs qui étaient sur place. Et à gauche, vous voyez une maison de Cisa qui, à la base, était en cube et il explose un de ses coins pour créer un espace de jardin entouré par une membrane zigzaguante qui embrasse cet espace extérieur. Et au contraire de ce que vous voyez à droite, CISA propose une séquence de pièces différentes autour du jardin. Il nous semblait que notre projet devrait être en quelque sorte une synthèse entre la clarté formelle et le parcours à droite que Palladio propose dans ses galeries et cette enfilade de pièces qui embrasse le jardin dans la maison de CISA. Nous sommes arrivés à ce plan et que vous voyez, on vient du sous-sol à partir de cet escalier. On traverse l'espace guidé par la courbe et cette membrane en façade et nous arrivons dans une deuxième pièce qui est le bureau de l'artiste où elle réfléchit et fait ses croquis. Dans cette zone ici, nous avons une série de rangements ouverts sur le studio, puisqu'il s'agit d'un lieu de travail, donc tout ça, c'est pensé de manière très pratique. Et les murs du rangement qui s'ouvrent vers l'atelier, ils alternent entre l'orthogonalité du plan et la convergence vers le centre de la courbe, ce qui fait ces murs participer de l'espace et amène une certaine souplesse à ce que est habituellement des poches de rangement. Et dans la périphérie du plan, en complément de cette grande baie vitrée, vous voyez une série de fenêtres de taille et profondeur différentes
qui capte la lumière et les couleurs de la végétation autour du bâtiment dans ses limites parcellaires. Comme on vous a dit, il était important pour nous de proposer une silhouette et un toit si emblématique que ce qu'on trouvait dans la maison existante, car autrement, on pensait que le projet serait vu tout simplement comme une annexe de la maison et on voudrait qu'il exprime une certaine fierté. Et nous avons travaillé sur ce profil en shade pour amener de la lumière du nord et tamiser un peu à l'intérieur toutes ces entrées de lumière l'horizontale et donner un peu d'illumination au plafond. Vous voyez aussi dans cette maquette comment la baie vitrée se matérialise par une répétition de pilastres qui alternent entre le vert et le gris. Donc quelque chose de très répétitif et abstrait. Et après, deux pignons qui sont comme deux faces, chacun avec son caractère propre. Dans la périphérie du volume, contre les limites de parcelles, nous avons posé ces fenêtres qui semblent flotter, car une des idées très fortes du client et que nous avons embrassé, c'était que ce studio se fonde dans la végétation. C'est pour ça qu'il a trouvé cette couleur verte foncée. Et les lumières, au contraire, elles sont peintes dans un gris métallique, ce qui fait qu'on les voit briller et flotter comme des bijoux entre la végétation et le champ vert des façades. Voilà, on va vous montrer quelques photos de l'intérieur. Donc ça, c'est l'arrivée depuis le sous-sol. Et on voit comment on passe de l'ombre vers la lumière avec cette entrée de lumière très verticale qui vient du studio. Et quand nous arrivons à l'atelier, on se confronte immédiatement avec cette grande cour, ce grand geste court qui nous amène jusqu'au bureau à l'autre extrémité. Mais notre regard, en fait, il passe de l'intérieur vers l'extérieur et revient de nouveau à l'intérieur avec ses reflets de la végétation et la vue sur le jardin. L'espace est globalement blanc. C'est cette idée de la white box qui est très chère aux artistes pour qu'ils puissent travailler ses œuvres et sans perturbation d'autres couleurs. Mais nous avons proposé de faire une white box avec quelques nuances. Donc, on a proposé un contreplaqué au mur lazuré blanc et un terrazzo avec des agrégats de marbre rose au sol. Et en fait, le contreplaqué était important car la façon dont on extrait le contreplaqué des arbres fait que les veines se déroulent sur toute la surface, ce qui nous semblait l'idée parfaite pour souligner ce caractère de la courbe. Donc, il y a une relation entre la géométrie du projet et la façon dont on extrait le bois des troncs. Et voilà, quand on se tourne, on voit cette fenêtre où en fait c'est l'évier où l'artiste lave ses œuvres. Elle fait de la photo, mais cet atelier c'est surtout pour de la céramique. Et on voit comme ces fenêtres en verre martelé dans la périphérie du plan sont pas vraiment faites pour donner des vues, mais plutôt pour capter ces taches de couleur de la végétation et de lumière. Et en fait, c'est assez changeant, donc ça fait qu'avec cette grande baie vitrée vers le centre du jardin et ces fenêtres périphériques, l'atelier a une espèce d'observatoire du mouvement des saisons et du rythme des saisons et du mouvement de la lumière, qui en fait est au cœur du travail de l'artiste. Elle travaille sur la perception, sur les changements de perception qu'il y a sous le temps. Et voilà, l'autre pignon, on a une toute simple fenêtre carrée qui en fait regarde l'entrée de la parcelle. L'artiste est aussi une mère de famille, donc c'est très important pour elle que cet observateur qui est son studio lui donne aussi l'opportunité de regarder la parcelle durant la journée et voir qui rentre et qui sort. Et ensuite, on redescend en bas dans cet espace plus sombre par l'escalier.
quelques photos de l'extérieur. Donc ça, c'est la vue depuis l'entrée. Vous voyez comment ce pignon qui nous regarde dès qu'on s'approche du bâtiment. Et aussi comment la verticalité de la maison contraste avec l'horizontalité du studio. Et non seulement en termes de vertical et horizontal, mais aussi en termes de couleur. La maison, les menuiseries de la maison sont peintes avec un rouge très vif. Enfin, le rouge est complémentaire du vert et du coup, ça fait que la maison se détache de la végétation autour, alors que le studio, ils se font plutôt dans la végétation avec ce vert foncé. Et on voit aussi comment l'échelle du volume est changeante. Donc, le projet là, il paraît beaucoup plus petit que quand on se tourne vers cette baie vitrée, car la courbe accentue enfin, en fait, on rejoint deux façades et du coup, on a une plus grande façade par la courbe. Et une chose, un des thèmes aussi importants, c'était comment ces œufs de toiture arriveraient jusqu'au sol. Donc là, vous voyez que dans ce pignon-là, il y a deux dégorgeoirs. Et la façon dont on a articulé formellement ces deux dégorgeoirs, on a fait des maquettes heureuses, c'était avec des feuilles de papier, comme des avions de papier, car c'était très important que ce toit retrouve une certaine légèreté et qui exprime la feuille de métal dont il est fait. L'eau ensuite, elle descend dans des puits perdus faits de galets. Et ce deuxième pignon, il est assez spécial. Peut-être vous vous êtes demandé pourquoi il y a ces deux yeux qui regardent l'extérieur du jardin. Avec les paysagistes et l'artiste, enfin, c'était plutôt une idée de l'artiste. Elle voulait planter cet érable japonais. C'est un arbre qui change beaucoup de couleurs durant les saisons. Donc, là, c'était une photo en automne, donc il est dans un rouge très vif. Ensuite, il va perdre ses feuilles et puis il va redevenir vert au printemps. Et ces deux yeux où sa secrétaire trouve naturellement une place contre ce mur. Depuis là, elle peut observer ce coin spécial qui, en fait, fait partie de son univers créatif. Et puis dans la périphérie du volume, vous voyez comment ces fenêtres sont des espèces de boîtes de lumière avec la lumière qui arrive par la courbe de l'autre côté et comment elles semblent flotter dans ce verre de la végétation et des façades. Et puis tous les portes et ouvertures fonctionnelles, elles sont à fleur de la façade et faites comme de la façon la plus discrète possible pour que vraiment les fenêtres soient les caractères principaux. Il arrive parfois qu'on se retrouve confronté à des contextes qui font un peu moins de sens. Et cette photographie est issue en fait, d'une série de photos des artistes Fischli Weiss qu'ils ont prises de la banlieue zurichoise. Quand on regarde cette photo et cette série, notre regard hésite entre la contemplation et la critique. Pourtant, il semble qu'il y ait dans cette photo tous les éléments pour composer un environnement. Mais le problème, c'est que tous ces éléments ont une disconnexion qui génère cette absence de sens. Le projet que je vais vous présenter maintenant, la Maison des Jardiniers, se trouve dans un contexte assez similaire. C'est un programme qui se trouve dans la banlieue genevoise à Tonnay. Donc le programme du projet, c'est un pavillon de maintenance pour l'entretien des espaces publics de ce nouveau quartier qui se créait sur un grand territoire qui était initialement occupé par une immense forêt, l'une des plus grandes de Genève, qui peu à peu a été abattue pour laisser place à des quartiers de villas individuelles, puis
à ces nouveaux quartiers de logement collectif. Et on voit au nord un fragment de cette ancienne forêt. Ce nouveau quartier est structuré par ce très grand mail central qu'on voit au centre et une série de chemins qui relient les ensembles de villas à cette ancienne forêt. Le site pour le projet du pavillon se trouvait à côté, à proximité de l'un de ces chemins. Mais ce que l'on a observé, c'est qu'à cet endroit même, il semblait que l'espace dévoué au pavillon n'était pas très bien résolu parce qu'il se trouvait à l'endroit d'une inflexion d'un de ces chemins. Ça a été pour nous une opportunité de penser à articuler cette inflexion avec en proposant un nouvel espace qui puisse être un espace public et de repos pour les promeneurs. Pour penser cet espace, on s'est référé à ce qui était présent initialement sur le site, c'est cette ancienne forêt, et on a proposé un espace ouvert encerclé d'arbres à la manière d'une clairière qui est cet espace très archétypal de la forêt. Le bâtiment viendrait alors compléter cette clairière par une façade en courbe. Pour penser le caractère d'un pavillon destiné à la maintenance d'un grand parc, on s'est accroché à une tradition d'architecture de jardin. Pour nous, il était important de regarder ces références et en particulier des références d'architecture pour des maisons de jardiniers. Celle qu'on voit à gauche, donc c'est une construction faite par l'architecte anglais Edwin Lutyens. C'est en apparence une maison qui s'installe à l'entrée d'une grande demeure, d'un grand domaine dans lequel les jardiniers venaient entretenir les espaces. Son apparente banalité nous a intéressés par son apparence domestique, sa façade, et par le fait qu'elle abritait derrière un programme bien plus pragmatique, c'est-à-dire l'espace dans lequel les jardiniers viendraient travailler, donc avec leurs espaces de bureau, entreposer leurs outils ou se reposer dans des espaces plus sociaux comme des réfectoires. Mais Edwin Lutyens, et c'est pour ça que cette référence nous a beaucoup plu, a donné à cette maison, au-delà de son apparence banale, un aspect beaucoup plus digne par la verticalité de sa toiture et de la cheminée qui émerge, qui contraste avec la banalité d'un programme horizontal. La seconde référence, c'est aussi une architecture que l'on trouve dans les jardins. C'est cet espace de nymphée qui était en fait un mur arrondi qui se trouvait à la fin d'un parcours d'eau dans un grand jardin. Bien sûr, cela a été pour nous quelque part on avait, quand on a pensé cette courbe dans le projet, on avait à l'esprit cette référence déjà, et on avait l'idée qu'il serait intéressant d'intégrer l'eau pour activer ce nouvel espace public que l'on créait, mais ça ne pouvait pas être un parcours d'eau, et on a pensé à proposer une fontaine qui viendrait donc s'inscrire sur la façade courbe et activer l'espace de la clairière. C'est une vue d'une des premières maquettes du projet, dont le volume se caractérise par une base carrée qui est déformée par une courbe et au centre de laquelle on vient trouver cette fontaine.
Pour contrarier l'ordre horizontal qui était inévitable par rapport au programme, un programme qui s'organiserait seulement sur un étage. On a proposé une lanterne qui servirait à la fois de repère à l'ensemble du quartier et permettait de créer ce nouvel ordre vertical pour le volume. Cette lanterne était aussi pour nous l'occasion de créer une relation empathique avec les occupants, les futurs occupants du pavillon, les jardiniers et les habitants du quartier. Pour composer les autres façades, nous avons travaillé avec cette série de grandes niches dans lesquelles s'insèrent les ouvertures de l'espace intérieur, que ce soit les portes ou les fenêtres. Elles intègrent aussi des éléments de lumière. Pour matérialiser ce projet, il nous est très vite venu avec le maître d'ouvrage de travailler sur un revêtement qui puisse être léger et s'intégrer en contraste avec les logements et les constructions existantes qui sont faites plutôt de béton préfabriqué ou de crépi, une architecture légère et délicate. Assez vite, on a travaillé sur cette idée d'un bâtiment inversé dans lequel l'enveloppe extérieure serait donc cette façade légère en bois. À l'inverse, l'intérieur serait caractérisé par une structure en maçonnerie ici de briques qui répondrait au pragmatisme et à la demande plus brute du programme pour accueillir les jardiniers et à leurs usages. La qualité de la brique avait aussi l'avantage de pouvoir absorber l'humidité liée aux usages des jardiniers et au lavage de leurs véhicules. Pour détailler cette façade, on a aussi beaucoup regardé des architectures dont le revêtement était en bois. Et l'une d'elles a été un pavillon de maintenance qui avait été créé par Kay Fisker, qui était originellement un pavillon pour une gare ferroviaire, mais qui avait été déplacé dans un parc. Ce pavillon, à la manière de cette façade, était une architecture faite d'une façade en bois légère et peinte. Et il y a un critique d'architecture en Suisse qui a évoqué cette image qui nous a tout de suite beaucoup inspiré pour le projet et qui a dit de cette architecture que c'était comme une construction qui aurait revêtu ses habits du dimanche. Et c'est de cette image qu'on a cherché à développer notre façade parce que ça nous paraissait l'occasion idéale de développer une architecture qui soit à la fois joyeuse et légère pour une situation dans un parc dans lequel on pourrait imaginer que des gens viennent pique-niquer ou des enfants jouer autour. Un autre élément qu'on a développé dans cette façade et dans le travail de l'expression de ce bâtiment est l'abstraction qui vient du choix de cette couleur bleue. Cette couleur bleue, comme Klein le disait si bien, c'est la couleur que l'on peut trouver dans la nature qui est la plus abstraite parce qu'elle renvoie à deux éléments qui sont le bleu de la mer ou le bleu du ciel. Ici, on voit que la façade
se fond avec le bleu du ciel. Et on avait imaginé, avec cette alternance de couvre-joints peints de blanc, on imaginait assez bien que dans l'espace de clairière, cette façade puisse continuer les rayonnements du ciel jusqu'à la clairière. À l'intérieur, le plan s'organise par une grande croix faite de ces murs de briques et qui divise 4 grands espaces. Le premier espace, ici, est le garage pour les véhicules des jardiniers. Le second espace, un atelier pour l'entreposage et le stockage des outils des jardiniers. Un troisième espace qui accueille une cuisine qui serait l'espace de repos social pour les occupants. Et un quatrième espace, un patio dans lequel l'ébène, dans lequel ils récoltent pour les... Je pense que peut-être qu'on a fait Ok. J'accélère. À l'intérieur de cette croix s'organise l'ensemble des espaces servants du projet avec les vestiaires, les espaces d'eau comme les WC. Au centre de cette croix qui correspond à la lanterne au-dessus, un grand hall central et créer la transition entre les espaces propres et sales du projet. Sur ces murs de briques repose une dalle, une très fine dalle de béton qui repose elle-même sur un ensemble de poutres en béton. Cette dalle est perforée par une série d'ouvertures qui amènent la lumière zénithalement dans chacun des grands espaces. Et on voit ici, et dans chacun des grands espaces, et la lumière qui est filtrée à travers les poutres de béton crée une série d'ombres à l'intérieur qui évoque l'idée d'une pergola qui viendrait se reposer sur des murs de jardin. Ici, l'espace central, on voit un contraste qui exprime sa verticalité avec la lanterne. Voilà une première vue de l'intérieur, donc depuis le garage, où cette dalle faite de poutres, de béton, on a cherché à alléger le poids de cette dalle en introduisant en plus une couche de peinture en bande qui viennent alterner avec les ouvertures et permettent une lecture beaucoup plus fine, comme à la manière d'un entrelacement d'une tapisserie qui reposerait sur ces murs de jardin. Les grandes ouvertures, en contraste avec les ouvertures plus pragmatiques des portes, nous renvoient aussi à ces images de murs de jardin perforés et qui permettent la transition entre les espaces. Ici, on voit l'épaisseur de la couche de la croix que l'on a de manière systématique peinte en blanche pour accentuer cette série de strates spatiales que constituent les murs. Et aussi, ça nous a permis d'isoler parfois des figures comme cette structure sur laquelle repose l'évier de l'atelier. On a aussi voulu exprimer l'épaisseur de la brique dans toutes les ouvertures extérieures pour encore renforcer cette image de cette façade légère en bois qui se détache de la structure en brique. Dans d'autres ouvertures plus pragmatiques, on a dessiné comme ces grilles de ventilation avec des éléments naturels en bois peint de blanc. Ici, une vue diagonale qui permet d'avoir une vue traversante sur la profondeur de l'espace jusqu'au jardin. Cette vue profonde traverse le hall central, qui est un espace avec une beaucoup plus grande densité,
de par le fait que l'ensemble des portes de chacun des espaces s'ouvrent sur cet espace. Donc, créer l'impression d'un espace centrifuge depuis lequel tout l'espace s'ouvre jusqu'à s'ouvrir en toiture sur la lumière du ciel. On a aussi travaillé sur l'intégration d'éléments plus pragmatiques qui viennent du marché et qu'on a cherché à intégrer dans ce travail plus artisanal qui a été fait par les ouvriers sur les assemblages de la brique. Un autre thème qui nous a plu à développer était la dématérialisation et la légèreté qu'on pouvait apporter à l'intérieur par le travail sur la peinture des joints. On a, par exemple, pour la brique, on a cherché le joint qui puisse être le plus blanc pour contraster avec le rouge de la brique. À l'inverse, dans les zones peintes en blanche, on a introduit des joints peints de rouge. Ça crée l'idée, cet effet au lieu de surface et d'épaisseur de matière, de lignes qui semblent flotter dans l'espace. Dans certains autres murs qui ne sont pas structurels, comme le mur là, sur lequel s'appuie cette cuisine, on a travaillé sur des assemblages différents qui permettent aussi de varier ces lignes. On a aussi profité d'un aspect plus pragmatique et économique pour le sol, pour introduire cette chape qui viendrait recouvrir l'ensemble du pavillon, une chape industrielle assez simple, mais qui, dans des moments d'exception, pourrait s'enrichir, notamment là avec l'incrustation de carreaux de zélige qui se renvoient aux poignées des meubles de la cuisine et créer cette impression d'un ensemble de figures carrées qui aussi flottent dans l'espace. Dans les espaces de la croix, qui sont les espaces plus pragmatiques, qui accueillent les espaces servants, comme on l'a dit, on a peint majoritairement les surfaces de blanc. Ici, avec l'introduction d'une ligne horizontale qui a permis d'intégrer tous les appareils sanitaires de porcelaine blanc dans cette zone, et à l'inverse, la zone supérieure peinte de rouge. Et le dispositif du miroir combiné avec cette ligne d'horizon a permis d'amplifier la profondeur de ces espaces qui sont par définition plus contraints. Ici, une dernière image de l'intérieur qui montre ce travail sur la matérialité avec l'assemblage et la superposition successive de matières, le carrelage avec ses joints rouges, la brique avec ses joints blancs et les menuiseries peintes en rouge avec les surfaces de la croix peintes en blanche. Une première image de l'extérieur de la façade qui donne sur la rue. Cette façade entre en résonance avec les pignons des villas préexistants. C'est pour nous comme la dernière maison du quartier qui vient avec sa lanterne créer un repère jovial pour cet endroit. Ici, une façade dont la légèreté qu'on perçoit la légèreté qui contraste avec l'aspect plus massif et peut-être répétitif des logements collectifs préexistants. Cette façade latérale montre aussi la pente légère qui prend le volume et qui s'agrandit progressivement vers la façade courbe qui, elle, se détache avec cette épaisseur qui se relève de l'ensemble du volume, là où, à l'avant, c'est l'avant-toit qui vient se projeter pour s'affirmer sur la rue.
Donc à l'arrière, cette façade courbe donc, qui définit cet espace de clairière et qui, depuis le chemin, si on imagine donc les arbres, que les arbres auraient revêtu un peu plus de feuillage, on ne verrait apparaître que la lanterne et on ne découvrirait cet espace de clairière qu'une fois passés les arbres. Il y a des moments assez particuliers où le bâtiment se fond avec le bleu du ciel et où l'on voit apparaître aussi le contraste de cette architecture de briques à l'intérieur. Les endroits des niches révèlent aussi la légèreté de l'épaisseur de la façade en bois. Et ce procédé du pliage qui enveloppe à la manière d'un accordéon qui se pose sur le parc l'ensemble du volume. Ici, un endroit où justement cette construction inversée est révélée et aussi le travail sur les joints qu'on a fait à l'intérieur vient se retrouver avec ces couvre-joints peints de blanc qui viennent alterner avec les nuances de bleu des panneaux de bois. Et enfin, à l'arrière, la fontaine, donc, qui est l'endroit finalement public du projet, qui se constitue par la juxtaposition d'un ensemble de figures géométriques. Donc le socle dans lequel l'eau s'écoule, qui est un carré tourné. Le bec de la fontaine, un triangle. Et la lanterne, qui est cette sphère. Tous ces éléments ensemble créent une sorte de micro-architecture. Et enfin, pour terminer, la matérialisation de cette fontaine en béton BFUP martelé nous renvoie à cette image des nymphées dans lequel le centre du mur était constitué de cette grotte depuis laquelle s'écoulait l'eau. Merci.